Pavlenko. 8h40 sur Europe 1, scène de la vie politique française. Hier midi à l'Elysée, un vrai bureau politique autour d'Emmanuel Macron, entouré de sa garde rapprochée. Sujet du jour, la composition du futur gouvernement et les élections législatives. Alors qui va-t-on présenter au nom de la République en marche dans les circonscriptions? Le président, dit-on, validerait lui-même les noms un par un. Au même moment, chez LR, conseil stratégique post-présidentiel, sur la table une question existentielle. Alors rallier Emmanuel Macron ou pas? Le patron des députés LR, Damien Abad, apparemment est très tenté. La chasse aux félons est ouverte. Question, le macronisme est-il la forme renouvelée de la droite? Et puis à la France Insoumise, on en parlait avec Mathieu Bock-Côté à l'instant, on imprime à tour de bras en ce moment des affiches revendiquant Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Est-ce que le troisième homme du premier tour jouera le premier rôle du troisième tour? Sympa la question, hein. J'espère qu'elle vous plaît. Vincent Trémollet de Villers, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, bonjour. Bonjour Louis. Dimitri. Et Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Bonjour Emmanuel. Dimitri, bonjour à tous. Vous avez décalé d'un jour, d'habitude vous êtes là le mardi, mais là... Mais oui, il y avait des obligations à l'Opinion hier. Et voilà, il y avait des obligations à l'Opinion. Je commence avec vous Vincent Trémollet de Villers. Ça nous fait 3 sujets parce qu'on voit que dans cette période post-présidentielle, les choses sont encore extrêmement mouvantes. D'abord la situation à droite, question existentielle, disais-je, rallier Macron ou pas? C'est ça aujourd'hui l'alternative qui se pose aux Républicains? Alors il y a des alternatives, il y a une alternative personnelle, il y a la question personnelle de la réélection, et selon la sociologie de la circonscription, on se découvre macroniste ou on se découvre très anti-macroniste. Mais derrière, il y a quelque chose de plus profond et de peut-être de plus intéressant, qui serait les convergences idéologiques. Il est très difficile aujourd'hui pour la droite de savoir si elle peut avoir des convergences avec Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait campagne, a fait très peu de propositions et a prononcé un discours au Champ de Mars le soir de sa réélection, très creux, dans lequel il n'y avait absolument pas ni de vision, ni d'appel aux différentes familles politiques, ni ni les contours d'un rassemblement qui permettrait à des gens sincèrement de s'attacher à cette nouvelle force politique autrement que par opportunisme ou par volonté d'en être. Donc je pense que c'est pour cela aussi que le flou que vous avez très bien décrit dans votre lancement est un peu partout. On a eu une élection étrange avec une campagne quasiment évanescente, insaisissable, et on a eu après cette élection un président mutique. Des perdants qu'on dit qu'ils avaient gagné, Mélenchon, Le Pen, et un gagnant qui n'a rien dit, qui ne dit rien, et qui maintenant est déjà lancé dans des constructions, une architecture de majoritaire, sans qu'encore une fois, on ne sache quelle est son analyse de la crise démocratique dans laquelle nous sommes, et quelle est la projection qu'il veut donner pour son quinquennat. On a l'impression aussi, Louis Osalter, qu'une fois passée l'élection, dont on dit, c'était vraiment un révélateur de la France fracturée, avec d'abord une opposition entre les gens intégrés, les urbains, les gens bien aisés, quoi, et les pauvres aussi, de l'autre côté. 3 blocs aussi, on nous dit, 3 blocs, un bloc central, un bloc droite nationale et un bloc décroissant plutôt gauchiste. Pour simplifier, évidemment, je caricature à l'extrême. On a aussi cette impression-là que, passé l'élection, ça y est, la petite tambouille politique reprend avec une logique de combination, comment on va s'organiser en vue de ces législatives. Oui, mais ça, c'est le prix des ambiguïtés d'Emmanuel Macron dans sa campagne. Emmanuel Macron donne l'impression d'être en fait le seul à même de gouverner, et donc en fait il va rassembler tous ceux qui veulent gouverner, et on les a vus venir tout au long de la campagne, de gauche, de droite, tous ceux qui pensaient être dans des partis dits de gouvernement, qui en réalité ne le sont plus, qui deviennent des syndicats d'élus locaux, sont allés vers Emmanuel Macron parce que c'est la règle il n'y a pas d'alternative, il est le seul à pouvoir gouverner, il est celui qui va gagner, donc allons-y. Et en faisant ça, il a créé un énorme malentendu sur le projet qu'il veut mener dans le Macron 2.0. Je suis d'accord avec Vincent sur le brouillard, le flou du macronisme qui s'est traduit par le creux de son discours dimanche, mais aussi par le déroulement de sa campagne. Il commence la campagne. Le libérer planifié. Ça, c'est la fin de sa campagne. Il commence la campagne avec la retraite à 65 ans, Valérie Pécresse. Il termine avec la planification écologique, Jean-Luc Mélenchon. À partir de là, les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron sont tous légitimes à se demander, mais en fait, au fond, et c'est la couverture de Marianne cette semaine, quel Macron avons-nous élu? Quelle politique va-t-il faire? Et ça, dans cette équation très compliquée qu'il aura devant lui, la composition du gouvernement et de la majorité est
une composante parmi d'autres. La principale me semble être le projet. Qu'est-ce qui fait de ce programme que personne n'a vraiment compris, que personne en réalité n'a vraiment lu, dont il est ressorti que quelques mesures très irritantes, et notamment la retraite qui inquiète toute une partie de la population. Là, pour lui, en fait, il a dit dans son bureau, le plus dur commence, et je pense qu'il a raison. Pour lui, en tout cas, le plus dur commence, compte tenu de la non-campagne qu'il a déroulée. Alors, je vais faire gagner du temps aux lecteurs du Figaro qui nous apprennent ce matin que c'est Bruno Roger Petit, l'ancien journaliste, conseiller d'Emmanuel Macron, qui a théorisé cette idée d'une faire une campagne de premier tour très à droite, retraite à 65 ans, RSA sous condition, etc. et une bascule à gauche dans l'entre-deux tours. Semble-t-il, ça a été mis en application et ça a plutôt bien fonctionné. J'aimerais voir avec vous, Emmanuel Ducrot, au-delà de la scène politique, des tambouilles, j'aimerais bien qu'on parle aussi du cas spécifique de Jean-Luc Mélenchon, mais avant cela, de voir aussi le contexte général d'une France qui est quand même fatiguée, qui sort d'une campagne présidentielle qui a duré pratiquement toute l'année, depuis le mois de septembre, et puis une équation économique là qui est pas très rassurante, où l'on voit se profiler peut-être une récession avec 2 trimestres consécutifs de non-croissance, une problématique du pouvoir d'achat. Ce matin, l'UFC Que Choisir nous dit on est à plus de 5% d'inflation. Ça veut dire que les Français qui dépensent en moyenne 40 000 euros par an de consommation, tout va coûter 2000 balles de plus, quoi. C'est un peu ça l'idée. Si vous me permettez, avant d'en venir à ce sujet qui est évidemment crucial et qui va être le gros sujet des prochains mois, il y a un sujet d'intendance aussi économique pour les partis, pour les miettes de partis qui restent après l'élection présidentielle. Au-delà des convergences idéologiques, il y a ce cas de conscience des miettes. Qu'est-ce qu'on devient ? Il n'y a pas d'évidence parce qu'il reste une idée en tête, c'est avoir un groupe parlementaire. Et si vous ne vous organisez pas correctement, vous n'avez pas votre groupe parlementaire, vous disparaissez en quelque sorte de la scène politique. C'est-à-dire que 15 députés, 15 c'est ça ? députés, c'est-à-dire que votre droit à la parole n'est plus le même dans l'hémicycle, vos moyens ne sont plus les mêmes, vos accès aux commissions ne sont plus les mêmes. Donc il faut arbitrer entre ça, exister soi-même politiquement dans sa circonscription, et puis exister globalement en tant que mouvement à l'Assemblée nationale. Il y a cette idée de l'intendance-là qu'il ne faut pas perdre de vue dans toutes ces tractations et dans tous ces cas de conscience. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter, parce que parfois, il faut penser à la toile économique aussi pour les partis. Pour le reste, oui, on n'a encore rien vu pour l'inflation en France, et c'est un sujet qui va être explosif. On est en train de se rendre compte que toute la chaîne, notamment énergétique, notamment alimentaire, se renchérit, et on sait que les répercussions dans les prix finaux ne sont pas faites. Pour l'énergie, il y a encore un bouclier tarifaire du gouvernement. Pour les prix à la consommation, les négociations commerciales ne sont pas encore redescendues et elles ne sont de toute façon pas terminées, puisqu'on a refait un tour de table pour prendre en compte la hausse des fournitures agricoles, de l'énergie, des emballages qui sont en train de prendre des hausses complètement folles. Et le gouvernement, face à ça, prépare un paquet massif qui est prévu pour cet été, qui va coûter peut-être plusieurs dizaines de milliards d'euros. Alors il y a cette question-là, et puis il y a la question du chèque alimentaire, qui est quand même une question redoutable. Comment est-ce qu'on met en place un chèque alimentaire dans un pays comme la France ? Idéologiquement, c'est quand même quelque chose ça signifie quelque chose de l'état économique de notre pays. Je ne sais pas si on se rend bien compte, un chèque alimentaire. Enfin, ça fait appel quand même à des choses, à un esprit de pénurie, quoi. Enfin, c'est vraiment très inquiétant. Donc voilà, le contexte, il est effectivement économiquement vraiment pas très joli. Et ce contexte est-il porteur peut-être pour cette gauche dont on parlait si peu avant l'élection et dont on ne fait que parler dans cet après-premier tour ? Et voilà, on annonce peut-être une mobilisation pour le 1er mai, qui a lieu certes dimanche, mais qui est un jour de la fête du travail, dans ce contexte quand même économiquement compliqué. Il fallait être très naïf pour penser que la gauche en France était morte. La gauche est déclinante, mais elle a deux qualités. La première, c'est qu'elle est capable de s'unir quand elle sent qu'elle va mourir. Elle l'a montré notamment au municipal en gagnant des villes à la surprise générale. Et puis, elle a trouvé, cette gauche liquide, une incarnation qui est temporaire, mais avec la personne de Jean-Luc Mélenchon. Et à partir de là, il y a une unité fragile. On voit là, c'est très compliqué pour les circonscriptions, pour savoir s'il y aura des accords ou pas entre partis. Mais je crois que dans la configuration politique dans laquelle nous sommes, on voit que les forces politiques qui ont une incarnation et une marque arrivent à émerger. Macron, Mélenchon, Le Pen, Zemmour. LR, il n'y a plus de marque, il n'y a plus rien. Donc s'il n'y a pas une personnalité qui émerge, cette famille politique sera en très très grande difficulté. Ouais. Et là, la gauche a trouvé avec Mélenchon quelqu'un qui avait à la fois donc l'incarnation, l'éloquence et une réflexion profonde, c'est-à-dire que Mélenchon, voyant qu'il n'y avait plus de peuple de gauche, s'est dit « je vais construire un peuple ». Donc il a été chercher des segments, il a fait dans l'archipel mélenchonien qu'a très bien décrit Fourquet dans le Figaro il y a une semaine, il a été chercher les décroissants, les alternatifs, les anti-vax, une partie du vote des banlieues, les urbains précarisés, et avec tout ça,
il a construit un peuple politique. Donc je ne sais pas si ça se maintiendra avec lui, mais c'est à observer. Et toute famille politique, la droite, qui est en capilotade, et le bloc central qui ne sait pas comment survivre à Emmanuel Macron, parce que c'est aussi ça qui explique le désordre. Comme il sera plus là en 2027, qui sera derrière pour tenir ce bloc? Je crois que Mélenchon a donné paradoxalement une leçon de politique. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, Louis, aux alters de cette campagne lancée par Jean-Luc Mélenchon? Élisez-moi Premier ministre. Génie de la communication, mais qui prépare une désillusion politique, à mon avis. Génie de la communication parce que, éliminé au premier tour, il arrive à s'inviter dans la campagne de second tour. Il sait que ses électeurs en sont les arbitres. C'est le pivot, et c'est pour ça que la danse du ventre envers les électeurs de gauche, que d'ailleurs Vincent a décrit dans un éditorial du Figaro assez piquant, a agité à la fois le camp Macron et le camp Le Pen. On a vu les deux candidats multiplier les clins d'œil. Donc il a réussi à reprendre la main tout de suite après sa défaite, contrairement à 2017 où il a passé une période vraiment de mauvais perdant déjà, et puis il a eu beaucoup de mal à s'en remettre personnellement. Moi aussi. Et ensuite, je pense que ça prépare une désillusion politique pour ses troupes, parce que même s'il arrive à faire une union, un semblant d'union, il y a encore des négociations aujourd'hui qui sont prévues avec les autres forces de la gauche. Je rappelle, c'est 17 députés, la France Insoumise actuelle. Voilà, donc on est au seuil du augmenter ce groupe. Dont on parlait tout à l'heure. Là, l'idée est que Emmanuel, même si la gauche s'unit, la règle des législatives sous la Ve République quinquennale est implacable. Vous regardez la carte des circonscriptions, vous n'avez quasiment que du jaune pour Emmanuel Macron, du marron-bleu pour Marine Le Pen, c'est-à-dire c'est les votes arrivés en tête, et vous avez quelques taches rouges qui sont les endroits assez restreints où Jean-Luc Mélenchon lui est arrivé en tête. Là, et si vous n'avez pas cette force de dynamique à la présidentielle, du second tour, là. du premier tour de la présidentielle, je regarde la tête du premier tour parce que c'est elle qui est décisive pour connaître le rapport de force précis politique dans chaque endroit. Mais aux élections législatives, il faut avoir une dynamique et puis il faut avoir de la participation si vous voulez faire élire des députés d'opposition. Je rappelle qu'il faut 12,5% des suffrages des inscrits pour se qualifier pour le second tour. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de triangulaire et qu'on risque d'avoir un peu partout un duel contre le député macroniste sortant, ou en tout cas un candidat macroniste, et un opposant, soit Rassemblement National, soit de gauche, soit les Républicains, et que de toute évidence, Emmanuel Macron aura une majorité, et peut-être même une majorité plus large que la dernière fois. Toute la question sera comment il organise cette majorité qui risque d'être plus hétéroclite qu'en 2017 où on avait des néo-députés, godillots, amateurs, et on l'a vu assez vite, qui sont arrivés d'un coup à l'Assemblée nationale. Alors paradoxalement, après vous avez entendu Vincent et Louis, Emmanuel Ducrot, on a l'impression d'une simplification radicale de la vie politique française en fait. Disons que oui, c'est ça, une simplification, mais j'ai envie de dire que si on raisonne marketing, Jean-Luc Mélenchon c'est une marque ombrelle en fait. Vous savez, c'est un peu c'est le Lactalis de la politique, c'est-à-dire que vous avez une espèce de parapluie, et à l'intérieur il y a des quantités de choses. Vous avez du fromage au lait cru, vous avez du lait pour bébé, enfin voilà, c'est la marque ombrelle, et ça cache des gammes, mais vraiment des gammes très très différentes, avec des publics très différents, avec des cibles marketing extrêmement différentes. Oui, cet agglomérat. Je suis désolée, je reviens à mes tropismes de journaliste agroalimentaire, mais ça fait un ensemble qui est qui a l'air de l'extérieur à peu près cohérent, mais qui a des logiques de fonctionnement interne qui sont extrêmement différentes. La chance de Jean-Luc Mélenchon, c'est de ne pas avoir de personnalité rivale, c'est-à-dire que Yannick Jadot sort de cette élection fantomatique. Je ne vous parle même pas d'Anne Hidalgo, du Parti Socialiste. On le dit ministrable, Yannick Jadot d'ailleurs. C'est le Parisien qui écrit ça ce matin, que la proposition lui a semble-t-il été faite, qu'il a refusé, mais que malgré tout. Dimitri, tout le monde va être ministrable. Il y a 66 millions de ministrables en ce moment en France. On a un nombre de premiers ministres à la minute. Alors je précise, l'information du Parisien, c'est que des contacts étaient noués par l'équipe d'Emmanuel Macron avec Yannick Jadot avant le premier tour, en lui disant si éventuellement Emmanuel Macron était élu, est-ce que vous seriez intéressé par un poste au sein du gouvernement? Ce à quoi aujourd'hui Yannick Jadot dit non, ça n'est absolument pas mon intention, malgré tout quand même. Il n'a pas l'air non plus très décidé à se ranger derrière le leadership de Jean-Luc Mélenchon, donc ça fait de lui quand même, il est dans un petit coin là. Mais alors justement, Vincent Trémollet de Villers, pour revenir à LR, revenir à la droite, et c'est Yves Tréhard qui pose cette question ce matin dans le journal, et décidément on parle beaucoup du Figaro ce matin. Merci. Est-ce que le macronisme est la forme renouvelée de la droite aujourd'hui? Non, moi je crois pas. Emmanuel Macron disait qu'il avait un ethos de droite. On peut dire moi je pense qu'il incarne le centre droit. Ce qu'il pourrait faire avec son nouveau parti, c'est l'UDF. Il y a une possibilité, il peut aussi faire un parti social-démocrate. J'ai aussi Jean-François Copé qui était à ce micro hier, et quand il parle, on lui dit qu'est-ce que c'est la droite, il dit la droite est libérale, la droite est européenne, la droite c'est le centre.
Et voilà, la droite, c'est le centre. Le centre, c'est le centre, et la droite, c'est la droite. Eh ben non, mais sinon, ça sert à rien Comme dirait François Bayrou, d'ailleurs. ces notions-là. Et donc, qu'est-ce que c'est que la droite ? La droite, c'est le libéralisme économique, c'est une forme de conservatisme de civilisation, c'est un goût de la transmission, c'est une volonté de sécurité, c'est un certain nombre de formes qu'Emmanuel Macron n'a jamais épousées. Dans ces formes, il a pris simplement un tour réformiste. Donc ça, oui, en ça, il a fait des réformes que la droite n'avait pas pu faire. Mais je crois qu'il est véritablement centriste. C'est un centriste baroque. C'est un centriste plus ébouriffant et plus amusant que beaucoup de centristes, plus intéressant, mais avec plus de relief, mais c'est un centriste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à le saisir, parce que le principe du centriste, c'est qu'il est comme la savonnette, quand on l'attrape... Partout nulle part. Lui aux haltères. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Comment dire ? Le problème de la droite, c'est qu'au fond, elle a pas la marque, c'est vrai. Donc elle n'a pas le leadership. Sarkozy était la marque de la droite et il a réussi à l'imposer pendant plusieurs années, et d'ailleurs son ombre plane toujours, et ça fait d'ailleurs beaucoup de mal à sa famille politique qui ne s'en dessert pas. Mais là, il n'y a pas de marque à droite, il n'y a pas de marque et il n'y a pas de projet. La droite s'est fracturée, le macronisme a réussi à fracturer la droite, non pas parce qu'il serait brillant de machiavélisme et de manœuvre, même s'il y en a qui manœuvrent pour aller chercher et débaucher des élus de droite, mais aussi parce qu'elle est en train de mourir de son absence de cohérence. Macron-Le Pen, c'est un duel de marque, et puis c'est un duel idéologique qui est finalement assez clair, dans lequel les gens peuvent se retrouver. Il y en a un qui est pour aller plus loin dans la construction européenne et pas l'autre. Et je prends qu'un seul exemple des clivages qu'il agite. À droite, il y en a qui sont à la fois, il y en a certains qui sont pour la construction européenne, puis il y en a d'autres qui sont souverainistes. Donc la droite ne souffre pas seulement de son absence de marque, de leadership, de candidat, mais elle souffre aussi de cette incohérence-là. Elle en a souffert pendant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, et c'est ce qui risque de l'achever pendant ce mandat-ci. Emmanuel Ducrot, le mot de la fin. Je vais faire la dernière conclusion marketing. Dans le grand shopping idéologique d'Emmanuel Macron, la droite, qui n'a plus sa marque propre, c'est devenue la MDD de l'idée. La marque de distributeur, la marque blanche, et on se sert de ce qui manque dans la gamme. Décidément, métaphores économiques magnifiques. Merci à tous les trois. Louis aux haltères de Marianne, à la une de Marianne demain. Quel Macron a été élu justement, on en a parlé pendant toute la séance. Vincent Trémollet de Villers du Figaro qui fait sa une sur la droite également ce matin, et Emmanuel Ducrot. J'ai déjà donné la une de l'opinion. Bon, je leur donne les retraites. Voilà. Merci à tous les trois. Bonne journée. 8h57.